Voici une carte de l'Europe. Presque parfaitement située en son centre se trouve cette ville, Vienne, la capitale de l'Autriche. Elle est à la fois remarquablement belle et remarquablement sûre, avec sa vaste histoire de l'art qui agit généralement comme un aimant pour ses nombreux visiteurs. Cependant, que diriez-vous si je vous disais qu'en plus de cela, la ville a aussi une histoire bien plus sombre à raconter? Vous voyez, ce n'est pas très connu, mais au cours des 20 dernières années, Vienne est devenue un foyer pour les services d'espionnage étrangers. On estime littéralement que des centaines d'espions opèrent actuellement dans la capitale autrichienne. Ils viennent du monde entier, mais proviennent principalement d'États ayant une orientation politique fortement anti-occidentale, comme la Chine et l'Iran, la grande majorité d'entre eux appartenant au célèbre service des renseignements extérieurs et service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie. Moscou compte actuellement environ 180 diplomates accrédités à Vienne, dont environ 60 sont connus pour utiliser leurs fonctions comme couverture afin de mener des activités de collecte de renseignements. Vous vous demandez sûrement, si ces informations sont connues, pourquoi rien n'est fait à ce sujet? La réponse est profondément ancrée dans l'histoire de neutralité de l'Autriche, qui a conduit à des lois floues en matière d'espionnage et de contre-espionnage. L'Autriche est souvent considérée comme très occidentalisée, ce qui est vrai dans une certaine mesure. C'est un membre très actif de l'Union européenne, et Vienne accueille un certain nombre d'importantes organisations non gouvernementales mondiales, telles que l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et des branches des Nations Unies. C'est un État démocratique et il n'est pas perçu par l'occidental moyen comme une réelle menace pour l'Occident, sa progression et ses valeurs. Une fois de plus, c'est vrai. Cependant, l'Autriche adopte quasiment la même position envers les États perçus comme anti-occidentaux. Ils ne leur feront pas obstacle non plus, faisant de l'Autriche l'un des 21 seuls États au monde revendiquant la neutralité géopolitique. Mais vous voyez, pour l'Autriche, cette position de neutralité géopolitique totale va au-delà de la simple rhétorique, car la neutralité fait activement partie de la constitution de l'État depuis 1955. Vous serez surpris de savoir qui a exigé cela. Oui, Moscou. Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses discussions ont eu lieu entre l'Union soviétique occupante et les forces alliées concernant l'avenir de l'Autriche. Pendant les 10 premières années après la guerre, l'Autriche n'existait pas en tant qu'État unique, mais était plutôt divisée dans son administration entre l'Union soviétique, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, un peu comme l'Allemagne l'avait été immédiatement après la guerre. Contrairement à l'Allemagne, l'Autriche a été choisie pour devenir un État tampon entre l'Occident et l'Union soviétique. C'était une position acceptable pour tous, en particulier pour les nationalistes autrichiens qui allaient enfin pouvoir reprendre le contrôle de leur pays. Eh bien, la majorité du contrôle du moins. Staline craignait fortement que l'Autriche ne soit rapidement influencée à s'aligner avec l'Occident, si elle n'était pas forcée à la neutralité. Finalement, l'Occident accepta les exigences de Staline concernant la neutralité de l'Autriche, et il fut donc inscrit dans sa constitution que l'État n'entrerait jamais dans aucune alliance militaire et n'autoriserait jamais la construction de bases militaires non étatiques sur son territoire. Bien que cela ait été l'élément le plus révélateur de l'engagement indéfini de l'Autriche envers la neutralité, diverses autres lois soulignant ce même engagement ont également été adoptées. Celles-ci comprenaient des lois sur la neutralité économique, supprimées depuis son adhésion à l'Union européenne en 1995, et surtout ces lois censées réguler les activités d'espionnage au sein de l'État. Et c'est ici que nous voyons comment l'interprétation de la neutralité par l'Autriche a conduit Vienne à devenir un épicentre de l'espionnage non réglementé, au cœur même de l'Europe. Voici un rapport sur les lois de l'Autriche concernant l'espionnage à l'intérieur de ses frontières. Évidemment, vous ne pouvez pas tout lire maintenant, alors voici le résumé. Il est divisé en 3 sections, les sections 254, 256 et 319. La section 254 stipule qu'il est illégal de divulguer des secrets d'État autrichiens à l'étranger, mais les sections 256 et 319 sont les plus intéressantes. En bref, elles affirment qu'il est illégal d'établir un service de renseignement militaire en Autriche. Point final. De plus, il est illégal de créer et de diriger un service de renseignement secret depuis le territoire. Si, et c'est un point crucial dans cette histoire, si cela se fait au détriment de la République d'Autriche. Voyez-vous, ce que cela signifie essentiellement, c'est qu'au lieu d'adopter une position neutre qui interdirait toute activité d'espionnage étrangère sur son territoire, l'Autriche adopte la position selon laquelle son territoire peut être utilisé par des services de renseignement étrangers pour mener leur bataille géopolitique, tant que l'Autriche elle-même n'est pas la cible. Ces lois ont permis à l'Autriche, et à Vienne en particulier, de devenir un foyer pour diverses unités de services de renseignement secrets du monde entier. La CIA, le Military Intelligence, SIS, le Mossad, le Ministry of State Security, vous les nommez, et ils sont probablement là.
En un sens, c'est l'incarnation même de la neutralité, car la possibilité de s'impliquer est techniquement accessible à tous. Et cela en Ch'tizi a été exploité par les services d'espionnage ayant diverses ambitions géopolitiques. Comme mentionné, ceux qui souhaitent déstabiliser la domination mondiale de l'Occident et des États-Unis ont placé des agents de renseignement à Vienne, tandis que les États-Unis eux-mêmes ont utilisé la ville comme emplacement pour de nombreuses stations d'espionnage de la National Security Agency. C'est en fait un immense terrain de jeu pour espions. Cependant, comme déjà mentionné, il y a un pays qui a tiré parti des capacités d'espionnage de Vienne bien plus que tout autre. Et ce pays, c'est bien sûr la Russie. Mais pourquoi ? Pourquoi les agents du renseignement russe sont-ils tellement plus présents dans ce point noir de l'espionnage que les autres? Et quelles sont les conséquences, s'il y en a, pour l'Autriche en tant qu'État? Eh bien, la première de ces questions est relativement simple et peut être résolue en examinant deux facteurs. Premièrement, il est tout à fait naturel que la Russie s'intéresse à toute faille juridique en matière d'espionnage et en profite, car cela lui offre une opportunité d'accroître son influence à travers l'Europe dans son ensemble. Cela s'explique par le fait que, parmi tous les grands États disposant de services de renseignement importants et susceptibles de vouloir défier l'ordre mondial actuel dominé par l'Occident, la Russie est celle qui se trouve la plus proche de l'Europe et qui l'aperçoit comme sa plus grande menace. Vous voyez, depuis la fin de la guerre froide, le contrôle du Kremlin en Europe a considérablement diminué. La plupart de ces anciens États satellites étant devenus des membres à part entière des institutions occidentales. Un fait qui, initialement, ne préoccupait pas Moscou, mais qui récemment a été vu comme une menace définitive, surtout sous le mandat de Vladimir Poutine. Tout contrôle que la Russie exerçait en Europe a très certainement été réduit par l'expansion de l'OTAN depuis le début du siècle, dont la domination sur le continent peut être facilement constatée en examinant cette carte. Pour Moscou, cette expansion n'a pas seulement réduit sa sphère d'influence, mais a également limité ses capacités d'espionnage sur le continent, rendant de plus en plus difficile le rétablissement d'une sphère d'influence centrée sur le Kremlin. Malgré les difficultés croissantes, la Russie n'a pas renoncé à ses ambitions de déstabiliser la domination occidentale en Afrique. Des agents du service des renseignements extérieurs et du service fédéral de sécurité continuent d'opérer à travers le continent, souvent sous couvert diplomatique. C'est le travail de ces agents d'étendre ensuite le réseau d'espionnage du Kremlin dans tous les recoins du continent. Les ambitions de ce réseau varient d'un pays à l'autre, mais toutes entrent dans au moins une des trois catégories suivantes. Dans la première de ces catégories, appelons-la simplement catégorie 1, il s'agit de la préservation des intérêts russes dans les États que le Kremlin considère comme des territoires historiquement russes. Il s'agit essentiellement d'un réseau d'espionnage qui pourrait, à terme, aider soit à étendre le territoire administré par la Russie, soit à être en place pour soi-disant protéger les nombreuses poches de minorités russes qui se trouvent dans les États post-soviétiques en Europe. Des exemples d'États qui entrent dans cette catégorie seraient des pays comme l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie et les pays baltes, entre autres, qui faisaient autrefois partie de l'Union des républiques socialistes soviétiques. La deuxième catégorie concerne la tentative de maintenir ou de renforcer les liens entre la Russie et les États européens, qui sont soit actuellement considérés comme alignés avec Moscou, soit qui pourraient potentiellement être persuadés de s'aligner avec elle sur le plan géopolitique. Ce sont des États que le Kremlin ne considère pas comme des territoires russes historiques, ni comme d'anciens membres de l'Union des républiques socialistes soviétiques, mais qui sont simplement vus comme des alliés actuels ou potentiels de la Russie. Des exemples classiques d'États de la deuxième catégorie seraient la Serbie, la Hongrie, la Slovaquie et la Bulgarie. Par défaut, tout le reste du continent tombe dans la troisième catégorie, qui représente les zones que le Kremlin considère comme prozapadie, c'est-à-dire occidentalisées. Les États de cette catégorie se trouvent principalement en Europe occidentale et en Scandinavie, et les ambitions du réseau d'espionnage de Moscou dans ces territoires diffèrent évidemment de celles en place dans les catégories 1 et 2, car au lieu d'agir pour essayer de bénéficier directement à l'État russe en maintenant son influence ou en essayant de forger de nouvelles alliances, la catégorie 3 se concentre uniquement sur la perturbation, plus précisément la perturbation de l'idéologie occidentalisée. Cela a permis à la Russie de maintenir un réseau de collecte de renseignements très solide en Europe occidentale depuis le début de son invasion de l'Ukraine et de contourner les expulsions pratiquement systématiques de diplomates russes par les États membres de l'Union européenne. En moyenne, environ 15 diplomates du Kremlin ont été renvoyés à Moscou par États membres de l'Union européenne. L'Autriche a suivi cette tendance à contre-cœur 11 mois après l'invasion en ne renvoyant que 4 soi-disant diplomates russes. De plus, le centre d'espionnage de la Russie à Vienne lui a non seulement permis de maintenir une grande partie de son réseau d'espionnage préexistant en Europe occidentale, mais lui a aussi donné l'opportunité de l'étendre continuellement, en recrutant de potentiels agents dormants.
Pour ceux qui ne le savent pas, un agent dormant est un agent qui est placé dans un lieu cible dans le but de s'intégrer d'abord à une communauté avant d'exécuter de véritables missions d'espionnage. Auparavant, la Russie contactait directement ses agents dormants potentiels sur le territoire ciblé. Cependant, en raison de la vigilance accrue envers les activités russes, cette approche est devenue difficile. Et l'Autriche offre une alternative, et pour l'expliquer, je vais utiliser les cas récents de Bulgares qui ont été arrêtés pour avoir opéré pour le Kremlin en tant qu'agents de renseignement au Royaume-Uni. Ce qui se serait passé auparavant, c'est que des agents agissant pour le compte des services de renseignement russes auraient pris contact avec des agents dormants potentiels, soit en Bulgarie, soit sur le lieu ciblé, qui dans ce cas est le Royaume-Uni. Désormais, ce que fait la Russie, c'est qu'elle contacte ces agents potentiels en ligne et les invite en Autriche pour une réunion officielle, contournant ainsi complètement tout risque lié à l'obligation d'opérer dans des territoires où les lois sur l'espionnage sont strictes. Les officiers du renseignement russe à Vienne pourraient littéralement rencontrer un agent dormant potentiel au grand jour sans enfreindre aucune loi. Mais où se trouve l'Autriche en tant qu'État dans tout cela? Eh bien, la réponse est dans un chaos polarisé. Malgré sa perception d'occidentalisation, la réalité est en fait très différente, comme mentionné auparavant. L'Autriche est le pays d'Europe occidentale le plus proche d'un allié de la Russie, avec des liens importants entre les deux nations. Sur le plan économique, on estime qu'il y a pour environ 25,5 milliards d'actifs russes en Autriche, ainsi qu'environ 17,5 milliards de dettes que les banques autrichiennes doivent à l'État russe en décembre 2022. Sur le plan politique, des liens existent aussi entre les deux pays, principalement via le troisième plus grand parti d'Autriche, le Parti de la Liberté, un parti populiste de droite ayant longtemps eu des relations chaleureuses avec le Kremlin. Les partis politiques de gauche en Autriche ont tenté de faire modifier les lois sur l'espionnage du pays, afin de faire face au nouveau statut de Vienne en tant que centre du renseignement étranger, mais jusqu'à présent, rien n'indique que cela se produira de sitôt. Et pour le service de sécurité autrichien, le Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, cela pose un problème de réputation, car l'apparente réticence du pays à empêcher les agences de renseignement aux agendas anti-occidentaux d'opérer depuis Vienne a conduit à ce que les services autrichiens soient privés d'accès à la majorité des renseignements d'Europe occidentale, beaucoup soupçonnant que le Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, en tant qu'organisation, a été entièrement corrompu par le Kremlin. En fin de compte, l'influence de l'espionnage russe en Autriche est incontestée et surtout extrêmement efficace. Hélas pour l'Occident, rien n'indique un ralentissement prochain et des amendements constitutionnels seraient nécessaires en Autriche pour changer cela. Merci de votre attention.